Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser la correction actuelle. Est-ce qu'elle pourrait être finie? Qu'est-ce qu'il se passe exactement? Donc voilà, tout un tas de projections. Effectivement, on a eu les confirmations par rapport à la vidéo d'hier sur des rumeurs de ban du stacking crypto aux États-Unis. On a eu la confirmation par rapport à Kraken, donc on va également étudier cette news. Pour le moment, sur la structure en 4 heures, on avait évoqué hier deux possibilités. Celle de un élargissement ascendant, comme ceci, plutôt propre. C'est une figure montante, on a nos 5 vagues dedans, on descend, rotation partielle et on se casse la gueule. On avait évoqué la possibilité de péter cette trend horaire et ça n'a pas été fait. Vous voyez qu'on a eu un rejet ici dans cette zone et on est plutôt venu dévisser sous la structure. On avait évoqué aussi la possibilité, et là la target est différente. Donc la target de l'élargissement ascendant, elle est à peu près par ici, autour des 21 100. On avait évoqué la possibilité d'un élargissement ascendant à angle droit, où du coup la target c'était plutôt le niveau actuel, à savoir les 21 700. Ça c'est pour la structure 4 heures. Vous voyez qu'on dévisse ici également dans un élargissement. Alors moi j'aime pas trop les élargissements, je suis pas extrêmement fan. D'abord parce qu'on sait jamais un peu trop quand ils s'arrêtent. Et puis, voilà, je préfère largement les biseaux, personnellement, à trader en termes chartistes. Ici, si on peut voir les prises de liquidité, en tout cas sur cette partie-là de la figure, c'est plutôt propre. Hein. On avait une imbalance ici. Pour le moment, on est en train de la réparer. Donc ça, c'est vraiment plutôt propre. On attaque ce creux-là, là, à l'instant T, vous le voyez. Possibilité d'aller chercher le deuxième creux, c'est-à-dire la deuxième target, celle qui était celle de l'élargissement ascendant normal, pas celui à angle droit. À ce stade, il se pourrait qu'on soit dans une descente en élargissement également, mais cette fois-ci descendant, donc là c'est plutôt bullish comme correction. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va peut-être zoomer ici. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est des figures qui sont assez difficiles à trader. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a peut-être un début de structure de retournement, mais pour le moment, c'est pas le cas, puisqu'on fait des plus bas de plus en plus bas, vous le voyez, et des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, si on voit à un moment donné que petit à petit, ici, on se retourne vers le bas, et que par exemple, on revient tester ce point-là, admettons, du coup, on aura une target qui sera l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Et là, en l'occurrence, vous voyez que ça nous donnerait quelque part comme 23,5. Petit à petit, au fur et à mesure qu'on se décale dans le temps, cette target diminue bien évidemment. Et comme je vous l'expliquais également, je suis pas extrêmement fan de ces élargissements au sens où déjà, c'est pas une figure chartiste qui est extrêmement sûre au niveau de ses statistiques, etc. En plus, souvent il y a des rotations partielles au milieu, etc. Enfin voilà, pour moi, c'est plus facile à trader, encore une fois, quand on est plutôt dans des biseaux que dans des élargissements. Néanmoins, il se pourrait qu'on ait trouvé un début de bottom ici. C'est tout à fait possible. Et encore une fois, ça renforcerait plutôt la thèse de, on avait une résistance ici, enfin un support qui était un support horizontal, et on avait un élargissement vers le haut. On n'arrivait pas à faire des plus hauts. La figure ici, on va dire, s'épuise un petit peu. Et puis finalement, on se retrouve, dans cette logique de, est-ce qu'on est ici en train d'aller plus bas ou pas? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et on va probablement y répondre plutôt d'une certaine manière, je pense, avec la liquidité et avec est-ce que le sentiment est plutôt shorter à ce stade ou alors est-ce qu'il est plutôt longueur? Est-ce qu'il sera plutôt longueur quand on sera quand on sera plutôt au 21, etc. Quel est le niveau de prix où le sentiment pourrait de toute manière à un moment donné switcher? On va aller faire un tour sur la 5 minutes pour zoomer un petit peu sur cette structure là. Vous voyez que pour le moment on est un peu sur une sorte de range mais qui descend. Donc on serait un peu plus bullish si jamais on avait un range qui est en train de monter. Là, vous voyez qu'on n'arrive pas, on nettoie à chaque fois en fait les longueurs. Oui, on accumule du short au-dessus. C'est pas qu'on serait plus bullish en fait, c'est mal exprimé. C'est plus que on n'est pas sur une structure de retournement encore. Il va falloir un changement de caractère de ces structures pour qu'on puisse dire bon, ok, peut-être qu'on peut jouer des targets un peu plus hautes, peut-être qu'on est sur une structure ici de bottom. Pour le moment, la structure elle est descendante. Donc on n'a pas la structure. Le fait d'avoir une structure descendante est plutôt bullish sur le fond, puisqu'on accumule des stops de shorter, et ici vous voyez qu'ils sont très proches les uns des autres, donc si on arrive à péter à un moment donné les 21,9, on va probablement avoir une accélération du prix, puisqu'on a pas mal ici de stop shorter qui s'accumulent, et de cascades de liquidation potentiellement de levier x100, etc. Néanmoins, pour le moment, vous le voyez, le prix est plutôt en train d'aller chercher dessous, donc il est plutôt en train de nettoyer les longues au fur et à mesure qu'ils arrivent, et ce type de mouvement peut s'auto-nourrir, c'est-à-dire
que si là, sur le bottom local, on a encore plus de longueurs qui viennent, et ben du coup, à un moment donné, le prix se retournera et viendra plutôt les nettoyer eux que nettoyer ce gros point ici que vous avez à ce stade. Donc ce qu'on veut, c'est un essoufflement des longueurs, tout simplement. Et puis une reprise de vigueur de la part des shorters pour tout simplement répéter ce mouvement et repartir sur quelque chose de plus haussier. À ce stade, est-ce qu'on peut dévisser sans prendre ce niveau-là? Tout à fait, c'est possible. Si jamais il n'est pas conséquent, c'est ce qu'on va regarder également tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut tout de suite en ligne droite aller chercher les 21? Tout à fait. Le niveau des 21, c'est pas un niveau ultime. Pour le moment, c'est une target de figure baissière, mais c'est pas un niveau ultime. On peut très bien aller plus bas également. Et vous allez le comprendre également quand on va regarder la liquidité, mais quelque part, on a des choses éventuellement à venir chercher plus bas, à savoir déjà sous la structure dans son ensemble ici, donc on serait plutôt vers les 20 300, quelque chose comme ça, 20 400. Est-ce que ça remettrait en cause le mouvement haussier? Pas du tout. Par contre, ça remettrait en cause le fait qu'on a pété ici une résistance historique. Donc perdre les 21 ici à ce stade pourrait commencer à nous dire, oula, attention, on s'écarte beaucoup de cette trend haussière ici. Ça, c'est la première chose. On repère le fait qu'on avait pété ici cette résistance-là. Donc, ça nous dit, on va devoir prendre du momentum si on veut la repéter à nouveau. Et globalement, pour moi, le niveau ultime où on ne remet pas en cause la tendance, il est ici autour des 18,4. Néanmoins, bien évidemment, réintégrer à ce stade cette trend historique ici serait plus ou moins un signal que on peut faire des plus bas encore, plus importants. Voilà. Cela dit, est-ce que c'est mon scénario privilégié ou pas? Non, pour le moment, moi, mon scénario privilégié, c'est d'aller potentiellement ici venir chercher encore une fois les quelque part autour des 21 100 et trouver rebond à minima, puisqu'on a quand même ici une petite partie de shorter, etc. En fait, globalement, ça nous emmènerait plus ou moins en termes de structure 4 heures, plus ou moins, on va essayer de la retrouver en daily ici, sur ce type de structure-là, type novembre 2020, où vous voyez on montait, puis à un moment donné on a eu besoin de nettoyer sous la structure, on revient taper ici sur la structure précédente, on revient attaquer les creux précédents, ça tient et du coup on revient faire un nouveau plus haut. Pour le moment moi je suis plus dans ce scénario là que dans un scénario d'invalidité, mais vous allez voir que la liquidité ici nous dit des choses également, donc les niveaux de liquidation nous parlent et on n'est pas encore passé riche en termes de sentiments, donc attention à ça. Beaucoup de gens ici qui potentiellement essaye d'attraper en longue un couteau qui tombe, donc c'est ici relativement dangereux et typiquement ce type d'élargissement est justement assez traître dans ce type de logique. Je vais vous en montrer quelques-uns. On a ici cet élargissement-là, l'ensemble de la correction, on va dire, en tout cas depuis le deuxième ATH, si j'ose l'appeler comme ça. Et vous voyez que on a à l'intérieur de cet élargissement-là d'autres élargissements qui eux-mêmes cassent, mais finalement continuent à dévisser légèrement vers le bas, etc. Et c'est l'analyse que j'en ai fait hier. Je parle ici du petit élargissement, celui qu'on a en 15 minutes, le dernier. C'est de dire, bon, attention, voilà, c'est celui-là. C'est de dire, bon, attention, d'une certaine manière, on a peut-être trouvé ici cette trend, elle nous prouve un rebond, elle nous montre un rebond, mais on peut très bien ici continuer à dévisser le long de la trend, là, pendant un certain temps, et ça veut pas dire que cette vague 5, elle est totalement invalidée pour autant. Le vrai moment où on pourra se dire, ah, c'est pas trop mal, c'est celui où finalement on viendra casser la borne haussière, c'est-à-dire cette fameuse résistance oblique dont je parlais hier. Donc voilà pour l'analyse technique sur Bitcoin. On va faire celle sur Ethereum maintenant. Ethereum c'est un petit peu différent au sens où alors là vous voyez qu'on perd une trend sur Ether, donc ça c'est peut-être un signal. Vous voyez qu'on vient nettoyer ici quasiment sous la figure, on n'y est pas encore mais presque. Là on a embarqué un bon paquet de liquidités, donc ce niveau là pour moi est plus ou moins en train d'être pris. Pour le moment on trouve rebond et on réintègre, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire chasse aux liquidités, on réintègre. On va voir ici à ce stade comment se comporte cette résistance là qui est au 1554. Il se peut bien entendu évidemment, là vous avez une très belle structure de double top, de haut à quasi équivalence. Il se peut qu'on ne vienne même pas ici retester cette résistance désormais.
et qu'elle fasse légion, et que finalement ici on laisse les shorters qui pourtant étaient retardataires gagner sans rebond technique, etc. C'est pas mon scénario privilégié, encore une fois, je pense qu'on va plutôt ici avoir un petit moment plutôt de soulagement et où on va essayer de venir réparer des imbalances qui ont été faites dans cette zone, hein, notamment entre les 16,5 et les 15,5, mais je peux tout à fait ici être à côté de la plaque, et à ce stade-là, tout dépendra vraiment du sentiment au spot. Est-ce que le sentiment au spot est un petit peu acheteur ou pas, ou alors est-ce qu'il est totalement vendeur? Si ça coûte trop cher de refaire ce mouvement pour revenir réparer tous ces shorters là qui sont rentrés en position sur ces mouvements là, et bien à ce moment là le prix n'ira pas, tout simplement parce que ça ne sera pas rentable de le faire. Donc voilà, Ethereum, la structure est un peu différente de Bitcoin au sens où on était plutôt dans un gros range, et là on est plutôt en bas du range. Bitcoin, il est plutôt à mi-chemin entre guillemets, et son bas de range lui se trouverait plutôt autour des 20 400. Donc voilà pour cette partie-là. Sur Ether, on pourrait vouloir attaquer ce plus bas-là qui est au 1434 et celui-ci qui est au 1469. Ces deux creux peuvent éventuellement être testés. Plus bas ultime sur Ether, c'est la ligne de coup du W. Je vais me mettre en 4 heures ici pour que vous le voyez. La ligne de coup de W, on va y arriver, qui se trouve en fait ici. Vous avez eu ici un grand W, la ligne de coup n'a jamais été retestée. Sur Bitcoin, elle est à 18 400, sur Ether, elle est à 1350, donc on est à peu près à une dizaine de pourcents au-dessus là. Donc Ether avait moins performé, vous le voyez, que Bitcoin dernièrement. Si on regarde la stablecoin dominance, qui est là, globalement, qu'est-ce qu'on a? On a un support qui a été trouvé ici, et donc ça c'est pas bon, hein. On veut que la stablecoin dominance diminue si jamais on veut que les cryptos augmentent, hein, entre guillemets, en tout cas au moins pour nos portefeuilles d'investissement. Ici on a trouvé support là-dessus, et on est en train d'essayer de revenir tester la résistance précédente, celle de la ligne de coup de ce double top là. Concrètement, on a trouvé support également sur la ligne de coup d'un autre double top qui est plus important, et qu'il serait bien de casser à ce stade, parce que ça voudrait dire quelque part vraiment entamer un nouveau bull run. C'est-à-dire que, vous le comprenez, là ici on a deux tops qui sont à peu près équivalents, et du coup si jamais on cassait la ligne de coup de celui-ci, on viendrait chercher ici le bas du canal, et comprenez bien que historiquement, si je vous montre le canal des stablecoins, de la stablecoin dominance, vous le voyez ici, ça c'est l'adoption des stablecoins, et globalement à chaque bas de canal on est sur un bull run, et à chaque haut de canal on est sur un bear market. Donc on va dire que là on est dans une zone sur la stablecoin dominance où on va avoir des réponses, soit ça fait résistance dorénavant, ça renvoie le prix, on arrive à péter ça et du coup on part sur un nouveau bull run. Ça serait potentiellement ici sur Bitcoin revenir toucher quelque chose comme les 50 000, soit en fait on réintègre, on retourne en haut de canal, et du coup ça nous ramènerait sur pas forcément des niveaux plus bas, mais peut-être, hein, mais plutôt des niveaux autour des 17-18 sur Bitcoin, si à ce stade on recommence à réintégrer un petit peu tout ça. Donc la structure de retournement qui était en train de se faire sur la stablecoin dominance, qui était là, hein, là déjà on a eu un premier double top qui avait été trouvé, on avait trouvé target ici, on avait dessiné ce deuxième double top où on était en train de chercher target qui se trouvait plutôt ici au 11%. Pour le moment, trouve support ici et vient essayer de retester la ligne de coup du précédent double top juste avant. Donc du coup, voilà, ici, important de garder un œil sur la stablecoin dominance. Si jamais on casse ici tout ce rectangle vert que vous voyez là, qu'on va peut-être mettre en rouge d'ailleurs, et bien à ce moment-là, on aura potentiellement une chance de revenir réattaquer ce désormais support ici, et de potentiellement, encore une fois, avoir des réponses sur le fait est-ce qu'on repart en bull run ou pas. Donc voilà pour la structure sur la stablecoin dominance. Je pense qu'on a terminé l'analyse technique ici, très propre au niveau de la market cap totale hors stablecoin, où du coup vous le voyez là ici on a eu rejet par la trend que je vous montrais sur Bitcoin, et là on a un rejet par cette trend là. Donc si on enlève les stablecoins de la market cap totale, à ce moment là vous voyez qu'on n'a pas réussi à péter pour le coup cette résistance là, alors que c'est le cas sur Bitcoin et sur la market cap totale incluant les stablecoins, comme vous pouvez le voir. Alors non, en fait
Oui, alors pourquoi? Oui, non, pardon, oui, tout à fait. Oui, je l'avais déjà dit d'ailleurs dans d'autres vidéos. Sur la market cap totale, incluant les stablecoins, on n'a pas non plus pété, vous le voyez ici, cette trend-là. Donc, c'est un signal ici qui pourrait nous être donné également. Vous voyez ici également qu'on a un support au 960 qui a déjà, par le passé, agi comme une résistance. Et on est dans une zone ici où soit on trouve rebond maintenant, entre maintenant et 21, soit on prend des risques ici de dévisser à peut-être beaucoup plus bas. Ce qu'on a pété pour le moment, et c'est un peu la même chose sur Bitcoin, et c'est un petit peu la même chose sur la market cap totale avec crypto, etc. C'est cette trend plutôt daily, on va dire, qui était la ligne de coup d'une vieille épaule tête-épaule, là vous le voyez ici. Et donc ça peut nous faire passer éventuellement peut-être de l'autre côté. Encore une fois, ce qu'on veut tenir plus ou moins, c'est ici une trend haussière. Voilà pour la partie, on va dire, analyse technique. On va désormais bifurquer sur les news. Sur les news, on a pas mal de mauvaises news pour les marchés dans leur ensemble, on va dire. D'abord, la Russie qui dit on va réduire notre production de 500 000 barils par jour, c'est-à-dire d'à peu près 5% le mois prochain. Donc ça veut dire, c'était une réponse aux sanctions européennes. Donc ça veut dire, vous le voyez ici, une augmentation des prix du pétrole, notamment en bourse, qui vont bien évidemment pressentir ce mouvement. Ici, le S&P qui fait sa pire semaine depuis au moins 2 mois. Donc hier, on va aller voir le S&P après. Et là, les USA qui vont prendre des sanctions contre la Chine. Donc la Chine qui était en train de se réouverte, etc. Ça réglait pas mal de problèmes de supply chain. Ça réglait aussi pas mal de choses au niveau de les actions tech chinoises qui avaient énormément corrigé, qui étaient en train de se reprendre. Et là, du coup, toutes ces narrations-là, aujourd'hui, elles sont vraiment pas très très bonnes pour, encore une fois, les marchés. Cela dit, ici, pas grand-chose sur de blocs. Ici, sur Coindesk, comme vous le voyez, en fait, le FUD dont on avait parlé hier, c'était un FUD Twitter qui était amené par Brian Armstrong, qui est le boss de Coinbase, qui nous avait dit, attention, il y a des rumeurs comme quoi le stacking crypto sur exchange centralisé va être banni aux US. Et on l'a vu hier avec un accord. En fait, ça, c'était, alors, c'est dommage, on n'a pas été informé du tout qu'il y avait ici des choses qui se tramaient entre la SEC et Kraken, mais visiblement un accord a été trouvé. La SEC a dit à Kraken, vous avez mis sur le marché du stacking, vous n'avez pas fait votre appliance au niveau de la SEC et vous n'avez pas donné l'information que vous mettiez plus ou moins des contrats d'investissement sur le marché, donc on va vous faire un procès. Et Kraken a préféré dire, écoutez, on va arrêter notre stacking crypto, le stacking crypto ne sera plus disponible aux US et on va vous payer une amende de 30 millions de dollars. Donc là, c'est ce qui s'est passé hier soir. Donc ces rumeurs étaient effectivement confirmées de la part de Brian Armstrong. C'était tout à fait ici dans les prochains sur la liste, c'est probablement Coinbase, et on va probablement ici avoir une sorte de généralisation de la part de la SEC, donc Gary Gensler, et bien tout simplement de faire la chasse à tout ce qui est stacking centralisé sur le réseau. D'une certaine manière, ça peut aider le stacking décentralisé, c'est à voir. Pour le moment, on a Lido qui a pas il a fait une grosse correction aussi, mais il n'est pas non plus en train de dévisser totalement. À voir si ça peut, peut-être certainement d'ailleurs, ça peut pousser les gens vers plutôt de la DeFi que de la CeFi. À voir si c'est ce qui va se faire dans les tuyaux. Ici, on voit que la SEC a rempli... Oui, il y a une autre question aussi que ça pose, tout ça, c'est que d'une certaine manière, c'est plus intéressant que de prendre des bons du trésor. Alors maintenant, les stablecoins vont être backés sur des bons du trésor, mais si par exemple vous avez du stablecoin en dollars, il sera plus intéressant d'aller stacker sur Kraken ou autre pour avoir finalement un rendement qui sera meilleur que ceux des bons du trésor. Donc ça pose un problème évidemment au niveau américain par rapport à théoriquement l'investissement le plus sûr, celui où vous êtes sûr de récupérer votre argent. Eh bien, il est tout simplement en mettant votre argent dans les bons du trésor de l'État américain. Pour le moment, vous comprenez ici que ça posait un petit souci à ce niveau-là. Donc, à voir ce qui va se dessiner avec ça. Un ban des services de stacking de la crypto. On comprend aussi ici que c'est quelque part... Excusez-moi.
Excusez-moi. Oui, donc voilà le stacking crypto. Ah, je me rends compte, j'avais pas mis la caméra. Désolé, parce que j'étais en train de faire. Attendez, je vais vous la remettre. Voilà, salut. Oui, donc du coup le stacking crypto qui va probablement être banni aux États-Unis, en tout cas sous sa forme centralisée. Donc voilà, ça on suivra de près. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici pas grand-chose sur The Block. On a le cofondeur d'Ethereum qui dit que il y a aucune chance que Ethereum soit classé comme une sécurité. C'est pas l'avis de Gary Gensler apparemment. Ici, pas grand-chose sur bitcoin.com, pas grand-chose sur CNBC. Calendrier économique, on l'a fait hier. Et sur MarketWatch, pas grand-chose non plus. Donc on revient ici sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la liquidité maintenant. Donc du coup, je vais vous envoyer la page de pub que j'ai pas eu le temps de refaire encore, j'en suis désolé. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là, vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 254 millions, dont 64 millions sur Ethereum et 60 millions sur Bitcoin, donc la moitié, hein, c'est un petit peu le tarif en général, un quart pour chaque. D'une manière générale, si on regarde le carnet d'ordre, pas beaucoup d'ordres qui sont mis à la vente entre les deux, là, donc bon, ça veut dire que le marché flippe pas trop hein, de ce dip, là, en tout cas, on n'a pas encore d'ordres qui se sont vraiment mis, donc si on devait rebondir, ça serait pas trop une barrière. On a plutôt des ordres qui se sont mis à l'achat là entre les deux, même si c'est pas énorme non plus la différence qu'il peut y avoir ici, et une partie a disparu entre temps. Et puis voilà, globalement on avait ce gros mur dont on a parlé déjà hier, gros mur de vente qui a pas été fill, mais peut-être un insider là ici, quelqu'un qui était au courant, ce genre de choses. En tout cas voilà, est-ce que c'est lui qui va venir racheter plus bas? On ne sait pas. En tout cas, une partie de ces ordres ont été fill ici, vous voyez peut-être 5 ou 600 bitcoins qui ont été positionnés à la vente sur ce mouvement là. On va voir désormais, ce matin on avait un max pain price sur les options à 23 000, donc on en était loin puisque je pense qu'on était autour des 21 quelque chose. Il y avait un strike à 22, donc du coup 1700 bitcoins ici qui ont été gagnés, donc attention, il pourrait également être
du coup se positionner à la vente. C'est ça qu'on peut regarder parfois sur les options, c'est de se dire, bon, il y a des bitcoins qui ont été entre guillemets gagnés, ils ont été validés, ils vont être touchés dans la journée, est-ce que la personne va pas ici revendre ses 1700 bitcoins tout simplement. Donc ça peut être parfois faire des pressions vendeuses quand vous avez des strikes qui sont gagnants. Sur les liquidités, je vous ai déjà mis les niveaux ici. Alors celui-là a été pris. Et d'une manière générale, comment s'est construit un petit peu ce mouvement, vous voyez qu'on a eu du short. Alors là, je parle depuis la baisse. J'ai enlevé déjà les niveaux qui avaient été pris entre temps. Globalement, là, malheureusement, on avait trop de longueur. Vous le voyez ici sur tout ce mouvement-là. On a un funding qui a augmenté énormément, alors que le prix diminue. Ça, c'est pas tout à fait normal. Donc c'est ça qui a aussi déclenché entre guillemets la baisse. Et puis ensuite, on a eu du shorter. Alors là, on est plutôt sur de la normalité, c'est-à-dire que le prix descend et le funding descend, donc on va dire que tout est normal jusque-là. La seule, là où ça commence un petit peu à diverger, c'est quand le prix se met à remonter ici et que le funding continue à descendre. Donc ici, sur tout le long, j'ai un funding qui descend et j'ai en gros 2 gros épisodes où on peut considérer qu'il y a un gros niveau de short ici, potentiellement à venir chercher autour des 21 925. Ici, on voit également que on avait été extrêmement longué, on a été extrêmement longué suite au dernier plus bas là, donc ça peut expliquer pourquoi on se retourne, pourquoi le prix se retourne, et on pourrait ici à ce stade venir chercher les 21 500 voire dessous. Donc il faut bien comprendre ici, c'est pour ça que je vous ai mis ce point là de 0,90%. Globalement, on estime que les x100 ils sont liquidés à peu près à 0,70%, quelque chose comme ça, entre 0,60 et 0,70, mais on va faire 1% pour simplifier. Le problème qu'on a ici, c'est que en fait, ici par exemple, le prix augmente, le funding augmente, c'est à peu près normal. On avait été un peu shorté sur cette zone-là, donc c'est pour ça qu'on peut considérer vraiment que les 3 fois où on a touché ce top à 21 009, on a eu du short dedans, mais à chaque fois qu'on fait un plus bas, on a énormément de gens qui rentrent pour essayer tout simplement de choper le bottom. Et c'est pas en soi une mauvaise stratégie, au sens où si vous arrivez à le choper, vous pouvez ensuite être assis sur une position qui va vous rapporter de l'argent entre guillemets toute l'année. Comprenez bien que si vous arrivez à poser 1 fois 100, admettons que vous ayez un bitcoin, vous posez 1 fois 100 sur le pile poil la bonne position, et du coup vous allez bien évidemment à ce moment là rentrer avec une position relativement énorme, c'est-à-dire 100 bitcoins, et à chaque fois que le bitcoin prendra 1000 $, vous prendrez 100 000 $. Donc comprenez bien ici que pour ceux qui jouent par exemple un rebond jusqu'à je sais pas 40 000, on parle bien évidemment de positions qui peuvent vous rapporter le trade, qui vous rapporte de l'argent toute l'année. Vous restez assis sur une position et en l'occurrence de temps en temps vous prenez un petit TP de 5% pour vivre et vous vous faites plaisir pour tout ça pendant un bon moment. C'est un problème, c'est le problème qu'on a eu également pendant tout le bear market, c'est-à-dire quand le sentiment est longueur sur toute la descente et que tout le monde essaye de trouver le bottom ultime, en l'occurrence il va falloir attendre qu'il y ait une exhaustion, un essoufflement des longueurs pour trouver enfin ce bottom là. Est-ce qu'il sera au 2100? Est-ce qu'il sera, à quel moment le sentiment va switcher? J'en ai bien évidemment aucune idée, mais pour le moment on voit que le sentiment n'a pas extrêmement switché. En l'occurrence là, vous le voyez, théoriquement le prix monte, donc on devrait avoir un funding qui monte, c'est relativement normal, tout le monde va ensemble, mais vous voyez qu'il n'y a pas de proportionnalité ici entre la montée du prix et c'est pas possible qu'il y ait autant de shorters qui est ouvert sur ce mouvement là. Là théoriquement on a un prix qui descend, on devrait avoir un funding qui descend avec, et c'est pas le cas, donc on sait ici que ce bottom là a lui aussi été longué et qu'il a des chances d'être pris puisque c'est quelque chose de relativement costaud. Donc voilà pour l'analyse du funding pour moi sur BTC. On a un gros niveau à prendre ici au 21,9, mais attention parce qu'à chaque fois finalement, à chaque bottom local, on est trop shorté pour pouvoir que ça soit rentable d'aller prendre ce niveau-là. On peut pas laisser gagner ces mecs-là. Donc du coup, voilà. Si jamais on passe les 21,9, il y aura sûrement une accélération, c'est-à-dire qu'il y aura pas mal de shorts qui seront garés là, donc un petit peu comme ce qu'on a vu quand on a pété les 22,3, 22,4. Ça risque de faire un petit peu la même chose, mais néanmoins ici, vous le comprenez, et la structure et la liquidité n'est pas forcément du côté de trouver un bottom local à ce stade, et c'est pour ça que finalement on fait cet escalier en descente sans jamais réellement, donc il n'y a pas vraiment ici d'intention, le prix, on n'est pas extrêmement vendeur, on a été vendeur là ici sur la news un peu d'hier, vous le voyez, mais globalement on n'est pas extrêmement vendeur non plus, mais le prix réagit plutôt en fonction de la liquidité. Et ce qu'on voudrait voir,
c'est des spreads qui augmentent, c'est un funding qui descend, malgré tout simplement une hausse du prix. Là, on aurait une inversion du sentiment, on aurait un sentiment qui serait plutôt shorter par rapport au mouvement, et pour le moment, on n'a pas de fatigue du côté des shorters, c'est ça que je veux dire dans ce sens-là. Ensuite, quand on regarde Ether, je pense que la situation, elle est à peu près équivalente. Je vous ai déjà mis les niveaux aussi. Et globalement, Ether, vous le voyez, c'est pour ça qu'on a ici pris pas mal de points, c'est que depuis que je vous ai mis les niveaux, et ben tout simplement, on est venu chercher ici déjà la borne quasiment basse. Vous le voyez ici au 1005, on a vraiment un point de liquidité important. Donc on va garder ce point de liquidité comme étant important, il est quasiment à la touchette sur celui-là. On a peut-être été un petit peu shorté, même si c'est pas énorme, sur ce top local-là. C'est pas énorme, mais on va le mettre quand même, mais c'est pas énorme. Donc ici, léger short sur ce top local, encore une fois. Et pour moi, à ce stade, même tarif que sur Bitcoin et même analyse. On va regarder les poches de liquidité, et là, vous allez comprendre qu'on a quand même pas mal de monde qui est en short, Vous voyez ici, on a une valeur au-dessus de 13 milliards. Après, quand on était en bear market et qu'on avait une force extrêmement vendeuse, on avait parfois des 20 milliards, des choses comme ça, et c'est pas ça qui déclenchait réellement le rebond technique. Ça peut, c'est-à-dire que si là on rebondit techniquement, on va dire que sur Bitcoin, c'est 23,8, la target, plus ou moins 24, si jamais il y a un vrai rebond technique. Mais pour le moment, le prix ne nous montre pas ça encore, donc voilà, malgré quand même une poche dans les 5 derniers jours qui est beaucoup plus shorteuse que longueuse. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on casse du long, c'est pas tellement qu'on rajoute beaucoup de short, c'est qu'en fait le prix vient péter ici et vient prendre tous ces longueurs, et voilà, le moment où il y aura vraiment une valeur intrinsèque beaucoup plus forte au-dessus, 7 milliards sur Ethereum, et à ce moment-là on pourra initier un mouvement à minima de commencer à venir chercher ces positions, ces grosses positions. Donc pour le moment, moi je serais plutôt baissier, malgré le fait que les poches de liquidité me disent que oui, un rebond est possible. Il va falloir avoir une structure. Pour le moment, on n'a pas de structure, et il va falloir avoir une structure. Cette structure, elle va se dessiner sur Bitcoin à 21 900. C'est aussi simple que ça, et elle va se dessiner comme un grand arc de cercle qui commence à réattaquer petit à petit toutes les trends obliques qu'on voit et qui pour l'instant nous repoussent vers le bas. Donc pour le moment, on va dire que c'est pas encore tout à fait dans les tuyaux. Vous voyez ici qu'on a quand même des grosses positions. Si elles n'ont pas pris profit à ce stade, on a quand même des grosses positions. Une des questions également qui se pose sur le sentiment, c'est est-ce que les shorts sont tellement sûrs de leurs shorts qu'ils les gardent, puisque là, bien évidemment, si jamais ils TP à chaque fois, donc là, du coup, il reste que les longues, et c'est plutôt la liquidité, elle va plutôt aller chercher les longues à chaque fois. Si jamais les shorts ne sont pas sûrs de leurs shorts, et qu'on a un petit peu cette espèce de sentiment où les shorts se sentent fébriles à ce stade, et vous comprenez que depuis le drop qu'on a eu, c'est probablement un petit peu la chose qui se passe, on ne sait pas encore à combien on est du bottom local, justement, et que derrière, on a trop de monde qui rentre en longue, et à l'inverse, ça peut durer un petit moment cette histoire. Sur la 12 heures, donc ici c'est vraiment le sentiment qu'il faut regarder, voilà, pour moi c'est vraiment sur la 12 heures, c'est pareil, beaucoup plus de short que de longueur sur les 12 dernières heures, donc ça irait plutôt dans le sens d'un rebond technique, et il est tout à fait envisageable à ce stade. Et sur la 7 jours, même chose, 24 000 étant la zone un peu jaune qu'il faudrait aller chercher. On est en train de durcir ici toute la zone entre les deux, depuis là le 8 février, donc avant-hier. Petit à petit, on a de la liquidité qui se faxe là. Et pour le moment, on est plutôt en train d'attaquer une zone ici qui serait potentiellement en train d'aller jusqu'aux 20 500. On a un order block, on a une zone de liquidité ici au niveau des 20 500 qui peut peut-être être cherchée, qui peut peut-être être prise sur ce mouvement-là. Donc difficile ici de dire, je pense qu'on fera un peu de glassnode demain pour voir comment sont positionnés un peu on-chain les vendeurs, acheteurs, etc. Mais difficile de donner une direction au prix. Est-ce qu'on a trouvé bottom ou pas ? Je ne pense pas personnellement, mais c'est tout à fait possible si on a un reverse de sentiment. Pour le moment, on n'a pas ce reverse de sentiment, donc il faudra suivre minute par minute qu'est-ce qu'il se passe sur BTC.
J'en profite ici pour, puisque j'ai oublié de le faire, envoyer la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc voilà, on va conclure. On va peut-être aller faire un tout petit tour sur S&P aussi, puisque je vous avais dit que j'allais le faire. Bon, concrètement, là, je suis revenu sur la structure en 1 minute. Vous voyez assez facilement que on a cet effet d'échelle un petit peu. On descend vers le bas au niveau des plus hauts et on a un effet d'échelle également de ce côté-là. Ce qu'on va attendre ici, bah, c'est un W qui nous donne on casse la structure déjà en 1 minute et petit à petit éventuellement venir casser, on va dire, le caractère de cette structure qui est plutôt descendante pour donner une structure montante. Si jamais on doit trouver un bottom au moins local ici dans cette zone, c'est ce qu'on voudrait voir entre guillemets se dessiner. Pour le moment, c'est pas du tout ce qui se dessine et pour le moment, on peut encore dévisser comme ça, encore une fois, sur fond de trop de longueur. Donc du coup, bah, on reprend à chaque fois le niveau en dessous. Hein. Voilà, vous comprenez qu'on continue l'escalade bah, exactement comme ça. Voilà. Ce type de reversal, on la verra dans le sentiment, encore une fois, et c'est la seule chose qu'il faut regarder, voilà, pour moi, à ce stade, pour trouver éventuellement un endroit ou passer longue, TP sur son short, ou repartir... Enfin voilà, ici c'est la reversal de sentiment qu'il faudra tout simplement guetter. L'endroit où vous placez votre stop aussi, il est extrêmement important. Ne le placez pas, bien entendu, à des endroits où il y a énormément de liquidité. Si vous êtes short et que vous avez votre stop ici, vous avez des très bonnes chances de vous faire prendre. Ça peut être un endroit où vous acceptez de vous faire prendre, c'est-à-dire tout simplement si on rebondit au-dessus de pile poil ce dernier stop-là, à ce moment-là, j'accepterai d'être sorti. J'attendrai une nouvelle zone où j'aurai une potentielle entrée en short pour rentrer. Ça, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, vous avez un short qui est trop serré, mais c'est voulu. Vous acceptez le fait que tout simplement votre short soit volontairement très serré. À l'inverse, avoir un stop qui est beaucoup plus large vous laissera un peu plus respirer votre trade et du coup là vous considérez que vous préférez être assis sur une position dont vous pensez qu'elle peut donner à nouveau du plus bas. Donc ça c'est vraiment la chose à suivre. On va aller faire un tour sur S&P encore une fois avant de clôturer. On va se le mettre en 4 heures. Alors sur S&P,
Ah, c'est chiant ça, c'est que j'ai mon autre ordi qui est... alors, sur S&P, globalement, la correction, elle est plutôt minime quand on la regarde ici. Elle est assez violente en termes de comment elle pique, comment elle descend, mais elle est relativement plutôt minime quand on le regarde en 4 heures. On avait dit que 4002... Non, on avait parlé de 4100 comme étant potentiellement une résistance. On était quelque part par ici. C'était effectivement le point historique ici qu'on avait trouvé sur ce haut de A. Est-ce qu'on peut s'arrêter là et redévisser plus bas sur S&P? Tout à fait, ça serait un petit peu tôt en termes d'objectifs, mais ça pourrait être le cas. Je pense pas néanmoins que ça soit le cas. Par contre, vous voyez qu'on perd le canal là, qui est ici. Vous voyez qu'on perd le canal, donc on pourrait tout à fait ici plutôt faire la baie de ce mouvement-là, c'est-à-dire que à l'intérieur de ces vagues, on est censé potentiellement voir 3 vagues, une vague haussière qui s'est fait dans un très joli canal, une vague baissière, par exemple avec retest ici de la résistance bleue, et une nouvelle vague haussière. Ça, potentiellement, ça peut tout à fait être dans les tuyaux. Pour le moment, les news sont vraiment pas bonnes, y compris sur la crypto. Je pense pas que ce ban crypto soit à l'origine du drop. Je pense qu'on avait besoin de corriger de toute façon, et que c'est peut-être un catalyseur, mais que c'est pas, voilà, c'est pas non plus la news du sec, c'est pas FTX qui coupe ses retraits, c'est pas la fermeture des frontières aux États-Unis comme on a vu sur le crash Covid, c'est pas non plus une news qui pour moi est de cet ordre-là, mais le prix avait besoin de respirer ici à ce stade. Pour le moment, moi je m'inquiète pas trop sur cette correction, au sens où je pense que elle peut trouver rebond bientôt. C'est ce qu'on va voir éventuellement dans le temps. Est-ce que ça sera à 21? Est-ce que ça sera plus bas? Est-ce que petit à petit on va descendre graduellement vers les 21 et ensuite trouver rebond? À quel moment en fait le sentiment va s'inverser? À quel moment on pourra initier un short squeeze? À quel moment on aura suffisamment de sentiments négatifs et shorters pour partir dans l'autre sens tout simplement et faire souffrir la majeure partie du marché puisque elle-même est en short. Donc ça c'est la grande question. Pour le moment, on a besoin de mettre des acheteurs sous l'eau, ceux qui sont sur toute la structure. Combien de temps ça va durer et jusqu'où ça peut aller? C'est ce qu'il faudra regarder encore une fois au jour le jour. Sur S&P, quand on regarde par contre la correction en 5 minutes, vous voyez qu'on a droppé quand même assez fort hein, sur la journée de hier et la journée qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon là, elle est plutôt à la latéralisation aujourd'hui en l'occurrence. Mais vous voyez que hier, on a fait une journée vraiment merdique au sens où on est venu fermer le gap haussier, mais pas que quoi. Voilà, on s'est pas ici contenté de juste faire une petite correction. On est quand même à une correction de moins en 2 jours, moins de 29%, et quasiment sur la journée d'hier, on avait déjà fait un moins 2. Donc c'est relatif, c'est beaucoup pour les marchés financiers. Oui, on perd ce canal, donc attention à ça. Ça peut aller beaucoup plus bas cette histoire. Si jamais on allait par exemple ici sur une baie qui nous emmène au moins 4%, ça serait pas déconnant vraiment. Voilà. Bon, en théorie, tout se passe bien, comme disait l'autre, mais j'y suis jamais allé. Attention, hop, on va enlever ça. Et combien on pourrait trouver ici de correction si jamais on a vraiment perdu ce canal et qu'on est vraiment en train de corriger pour les prochains jours, la prochaine semaine, etc. Les 0,5 ça serait un bon niveau, ou les 0,618. Donc voilà, ici 3900 ou alors 3924. Donc une nouvelle perte de redoubler un petit peu ça. Sur Bitcoin, si jamais Bitcoin suit S&P, et là la news elle est plutôt endogène à Bitcoin, hein, la news baissière, même si globalement vous voyez que le S&P a corrigé, Bitcoin a corrigé, etc. C'était un moment où tout le marché avait un peu besoin de respirer dans son ensemble. C'est pour ça que je vous dis que la news elle est pas non plus incroyable. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc du coup, voilà, ça donnerait un peu d'air, ça couperait un petit peu l'aile sous les ailes de tous ceux qui étaient un peu trop longs là sur ce mouvement-là, plutôt les retardataires, pas ceux qui avaient pris position quand personne ne prenait position, plutôt dans ces zones-là où vraiment on était extrêmement baissier, mais plutôt ceux qui ont commencé ici à prendre des positions un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est plutôt les retardataires ici qu'il va falloir punir d'une certaine manière. Pour le moment, moi je reste haussier moyen terme sur S&P pour ce rebond de C là, enfin le 2B en fait, la grande B. À ce stade, on va voir si ce rebond là nous emmènera éventuellement plus haut ou pas. Globalement, voilà, bien ici, regardez un petit peu ce que peut nous donner S&P. Sur US Tech, je crois que c'est un peu plus volatile.
Alors sur US Tech, on est en 30 minutes, là on va se mettre en 4 heures pour regarder un peu la globalité. Sur US Tech, oui, c'est un petit peu plus volatile. On a eu effectivement pareil cette grosse descente ici qui s'est fait sur les 2 derniers jours. Si on se met en 15 minutes, vous voyez qu'on a peut-être trouvé un double top ici, un top là et un deuxième ici. Ça nous ramènerait à peu près aux 11 900, donc c'est assez conséquent également. Vous voyez ici qu'on a une balance aussi, donc ça pourrait tout à fait ici être dans le sujet, entre guillemets, que de emmener le US Tech autour des 12 000 points. Ce qui nous donnerait, depuis le top, une correction de 6%, et ce qui nous donnerait, depuis le point actuel, une correction de encore 2-3%. Si on regarde le mouvement dans son ensemble, et que pour le coup on part du même principe que S&P, la correction elle pourrait être beaucoup plus profonde que ça. Hein. Encore que là, on a peut-être déjà une ABC en fait dans l'histoire. Est-ce que c'est juste la vague 1 d'une ABC ou pas? On va dézoomer. A, B, C. Ouais. Est-ce que la tech va pas se prendre une grosse branlée là? C'est possible, hein, je veux dire. Sur la tech, en fait, c'est un peu qui tout double en ce moment. C'est-à-dire que ça peut être juste la vague A. Et puis là, voilà, on peut avoir une vague B et une vague C pour faire cette fameuse B. C'est un peu qui tout double en ce moment, au sens où vous avez quand même des conditions financières qui s'améliorent, hein, avec la Fed qui est en train de faire son pivot partiel. Mais vous avez aussi toutes les narrations autour d'une potentielle récession, etc., qui pourrait vraiment mettre à mal toute la tech, puisque là, pour le coup, les conditions financières, elles se détérioreraient très rapidement et très violemment. Également sur la tech, on a cet élargissement bleu là qui a cassé. On pourrait revenir le retest ici aux 11 200 points actuellement, même si on le faisait tout de suite 11 003, ça serait tout à fait une possibilité. Et puis vous voyez ici la target de l'élargissement, mais target qui peut tout à fait être atteinte après retest, c'est-à-dire que vous comprenez que là du coup on peut descendre beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'un jour on a des grandes probabilités, et c'est pour ça que je vous disais je suis pas fan des élargissements, parce que souvent ils retestent, et en fait comme ils sont descendants, ils retestent pendant un moment, et puis après ça met du temps à partir, ce genre d'histoire, etc. Donc c'est vraiment des figures, on va dire, chartistes qui sont un peu plus compliquées. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a été assez long encore une fois, mais on est rentré dans tous les sujets qui, je pense, pouvaient être importants. Encore une fois, c'est la structure ici pour moi qu'il faut venir regarder. C'est vraiment la structure. Pour le moment, on n'a pas de structure de retournement en 1 ou 2 minutes, donc on reste plutôt baissier dans l'idée. Dès que vraiment on aura une espèce d'arc de cercle qui se dessine, dès qu'on commencera à avoir une structure qui nous dit ça y est, les stops shorters sont suffisamment insignifiants ou bien défendus, et du coup on pourra commencer à se dire peut-être qu'on va vers quelque chose. Là pour le moment on voit qu'on va vers le bas et c'est tout, donc pas de structure à ce stade, une liquidité qui est encore extrêmement longueuse, donc attention à ça, ça peut aller beaucoup plus bas, et puis guetter tout simplement un retournement de structure ici. Je pense que vous avez des outils en termes d'indicateurs qui sont très bien faits pour vous les annoncer si vous n'arrivez pas à les voir comme ça de manière simple. Mais à ce stade, c'est le retournement de structure qui va annoncer le retournement du sentiment. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La thématique de cette semaine, c'est un peu le cinéma sur les questions à la con, donc du coup j'ai mis ce t-shirt aujourd'hui pour faire la vidéo, et là si vous trouvez, vous êtes vraiment fort, c'est je pense mon film préféré, ou un de mes films préférés, dans mon top 3 en tout cas. Dans quelle dans quel film est présente cette marque? Elle n'existe pas dans la vie, mais c'est une marque qui n'est présente que dans un film, donc voilà, n'hésitez pas, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord, etc. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.